Quelque chose de vous. Virginie Servaes. Quelque chose de vous. Épisode 26. Podcast. Bonjour, je m'appelle Virginie Servaes. Je suis auteure, chanteuse et coach vocal. Bienvenue dans le podcast Quelque chose de vous. Si heureuse de vous emmener en aventure commencée il y a quelques lunes. Sur un chemin imprévisible, je me prends à conter des histoires et des idées, à inventer des mots et détourner des expressions, et surtout à recevoir et écouter d'exceptionnels invités. Au fil des épisodes, vous les rencontrerez. Tantôt connus ou étrangers à vos mémoires, ils ont tous en commun la passion de l'art au sens multiple et noble du terme. S'y mêlent bien évidemment la culture et la vie vraie des gens. Un podcast grand ou tout petit, aux formes des Barbapapas. Vous vous rappelez ? Dans la famille des Barbapapas, on fait les fous. Un podcast où donner de la voix est de bon augure. Un podcast qui suit grand nombre de valeurs, où il fait bon vivre le non-jugement, la liberté d'être soi et ce que l'on souhaite, le respect, les éclats de rire et la découverte sans frontières d'autres univers que chacun porte en soi, sont et seront les garde-fous de chaque épisode. En ce mercredi 19 juillet, Quelque chose de vous nous transporte dans un univers que nous fréquentons tous plus ou moins à grande échelle. De bébé à papy ou mamé, il est un incontournable qui influencera toute notre vie. Nous pouvons le fuir, l'appréhender, le confronter, l'adorer, l'idolâtrer, il ne cessera jamais de nous fasciner. Des apprentis sorciers d'entremets et d'essoufflés, des cultivateurs de mets précieux dans leur matière brute et dépouillée jusqu'au fourneau fin prêt, de brigades petites ou grandes de chefs des voies lactées aux improbables tabliers qui tous sans exception ont pour monde commun la cuisine. Quelque chose de vous. Qui êtes-vous ? L'invité. Pas un, mais deux invités. La gamme d'aujourd'hui nous invite dans le monde de l'excellence de la restauration aux côtés de deux jeunes chefs d'avenir et du présent, plus rarement du passé, sauf celle de saveurs d'antan de leurs âmes d'enfants qu'ils savent si bien scénariser. Mais place à la fête des papilles en écoutant ces joyeuderies nous conter leur histoire. Mes invités sont Émilie Perrault et Laurent Lescaut. Bienvenue, chef. Bonjour. Bonjour. Alors, pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas, et je vais commencer avec toi, Émilie, peux-tu nous dire qui es-tu et ce que tu fais ? Du coup, donc je m'appelle Émilie, je suis seconde cuisine au restaurant Georgette depuis 1 an et demi à peu près. Voilà, donc du coup, j'ai la petite particularité, de superviser la pâtisserie dans la cuisine aussi, puisque c'est à la base mon premier métier en fait d'être pâtissière. Et Laurent ? Moi, je suis le chef du Georgette. Voilà, depuis le 19 avril 2020. Voilà, je crois que c'est ça. Et puis voilà, j'essaye de superviser toute cette équipe du Georgette avec la seconde Émilie. Alors pour la petite histoire, sachez, chers auditeurs, que une de mes invitées, en l'occurrence Émilie Perrault, n'était pas du tout au courant de la surprise que lui réservait son chef, bien sûr avec ma connivence, de réaliser ce podcast aujourd'hui afin qu'il nous parle de ce métier qui les passionne, et ce avant qu'elle prenne une autre route en quittant le Georgette. Alors, ma toute première question du jour. Alors, vous avez un parcours commun tous les deux de 2 ans au restaurant Georgette. Bientôt, Émilie va s'envoler vers d'autres lieux. Tu nous en diras un peu plus tout à l'heure. Donc j'avais d'abord une question à vous poser à chacun qui en parcourant bien évidemment vos parcours, je me suis aperçue qu'ils étaient atypiques, incroyables et totalement différents. Alors, pourriez-vous, en quelques mots, me décrire votre aventure avec la cuisine? Du coup, mon aventure avec la cuisine, pour moi, elle a commencé au sein de ma famille déjà, avec surtout avec 2 grands-mères, une italienne, donc la bonne maman italienne qui fait les pâtes,
pour du côté de ma maman, et du côté de mon papa, c'était plus la grand-mère qui avait surtout intérêt de me réveiller le dimanche matin pour aller faire les gâteaux. Sinon, si elle les faisait sans moi, j'étais pas trop contente. Donc voilà. Du coup, je pense qu'au final, en y repensant, mon aventure culinaire, je pense qu'elle a forcément commencé là. Ma maman aime beaucoup la cuisine aussi. Elle cuisine très bien. Donc voilà. Et puis après, depuis toute petite, de toute façon, c'était sûr que je ferais un métier manuel et pas un métier intellectuel. Donc voilà, au début, j'étais plutôt partie dans des études plus artistiques, graphiques et tout ça. Et puis au final, la cuisine est arrivée comme une évidence. Donc voilà. Merci Émilie. Et Laurent? Moi, ça se résume un peu pareil, dans le sens où j'avais une famille qui tenait un restaurant qui s'appelait le restaurant Lescure depuis mon arrière-grand-père. Donc, comme pour moi, et Émilie le disait si bien, c'était une évidence que de reprendre sur une 4e génération depuis 1919. Et l'amour s'étant fait très très jeune, étant au milieu des fourneaux de toutes les préparations culinaires qu'on a pu faire, pareil, j'ai opté pour la cuisine et aussi la pâtisserie, parce que je pense que on apprend un peu plus de rigueur. Ça fera plaisir à Émilie. Et non, mais c'est quelque chose de passionnant, de très jeune, et qui pour moi était aussi une évidence. Et le restaurant de toute cette institution familiale se trouve à Paris? Elle se trouvait à Paris, puisqu'on a fermé, mais moi j'ai tenu une dizaine d'années au sein du restaurant en tant que chef de cuisine et patron aussi, donc gérant. Et oui, on était là depuis 1919, donc c'était mes arrière-grands-parents qui étaient là. Il y a eu mes grands-parents, mes parents, et puis moi, la 4e génération. Et voilà, on s'est arrêté à la 100e année, je crois. Bravo. Alors, on entend aussi un léger accent dans la voix d'Émilie. Il nous vient d'où? Il nous vient de Toulouse. Oh, Toulouse. Alors, le goût de cuisiner, donc nous l'avons compris, vous vient à tous les deux forcément de l'enfance. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui a été vraiment le virage pour que vous vous lanciez, ou même nous parler de votre parcours d'études, ou voilà, pour quelqu'un comme moi qui ne connaît pas forcément, qui déguste, mais qui ne connaît pas forcément le parcours. Est-ce que vous avez fait tous les deux des écoles hôtelières? Est-ce que comment ça marche? Du coup, oui, effectivement, moi d'abord au début, je suis partie dans des études artistiques en faisant 2 années d'école d'art sur Toulouse, et très vite, je pense au bout de 1 mois de la 2e année, j'ai compris que j'étais pas dans les bonnes études, sauf que c'était un peu compliqué pour dire à mes parents que je voulais plus faire ces études-là, une année d'études qui coûtait extrêmement cher aussi. Ma grande sœur aussi faisait une école privée qui coûtait très cher. Donc comment dire à ses parents que on veut plus faire ça parce que ça nous plaît pas, mais on sait où on veut aller par contre. Donc du coup, j'avais un peu préparer le terrain, on va dire, et puis voilà, ça a été vers Noël à peu près, donc au bout de 3 mois de l'année scolaire, j'ai dit à ma mère, je suis désolée, mais les études que je fais, elles me plaisent plus. Donc, du coup, je me souviens, elle m'a regardée, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, mais t'inquiète pas, j'ai déjà trouvé, je vais faire de la cuisine. Et après, je sais que quand elle l'a dit à mon père, il a dit, je m'en doutais que c'était ce qu'elle voulait faire. Après, surtout mon père m'a toujours mis en garde en me disant, fais attention, quand tu vas travailler, tous tes copains iront s'amuser, t'es sûre que t'es prête à ça? Et je lui ai dit oui, je suis sûre, je suis prête. Donc voilà. Et moi, en fait, au début de mes études, les 2 premières années, de mai à août, pendant 4 mois, on nous envoie en stage dans des endroits souvent assez touristiques. Donc moi, je suis partie la première année sur la côte basque. Donc forcément, un endroit où il y a beaucoup de monde. J'étais pour la première fois dans un restaurant qui était étoilé. C'était très dur. On était très peu rémunérés. Donc en fait, à la fin de ces 4 mois, on sait tout de suite si ça nous plaît ou pas. Si on s'accroche, c'est que c'est bon, on veut continuer. Et effectivement, quand on est retourné à l'école au mois de septembre, il y en avait énormément qui avaient abandonné parce que c'était trop dur et parce que on a une vraie réalité du métier tout de suite, en fait. Donc, oui, en effet, oui, parce qu'en termes d'horaire, vous nous en direz un petit peu plus tous les deux, mais c'est vrai que c'est un rythme de vie qui est quand même, justement, même comment le voir sur la durée, qui n'est pas évident. Voilà. En fait, on était même si on était juste stagiaire, on avait exactement les mêmes horaires que tout le monde. Donc du coup, au moins, c'était un vrai grand bain. Et si ça nous plaît pas, on arrête tout de suite, quoi. Donc voilà.
D'accord. Et à la suite de ça, tu avais choisi une école, enfin, qui était sur Toulouse aussi? Non, justement, au début, moi, j'ai été prise à l'école hôtelière à Toulon. Donc, je suis partie pendant 3 ans à Toulon là-bas. Je me suis fait mes amis et une nouvelle vie, donc c'était chouette. Et après, du coup, donc j'ai fait mes stages. Et à la fin de ça, j'ai voulu retourner un petit peu à Toulouse pour être un petit peu avec ma famille. Où là, pendant 1 an, du coup, j'ai fait un apprentissage pendant 1 an dans un restaurant 2 étoiles uniquement en pâtisserie. Voilà, pour me spécialiser dans la pâtisserie. Alors, et ces restaurants étoilés ont des noms? Le tout premier où tu as fait les 4 mois était... Alors, le tout premier, c'était les Frères Barbour à Bidart. Donc voilà, c'était le premier. Le deuxième, c'était au Relais de la Poste. Chez Jean Cousseau au Majesque, où j'ai rencontré mon fiancé du coup là-bas. donc voilà. Et ensuite pour ma mention en pâtisserie, le restaurant aujourd'hui a changé de nom et a rendu ses étoiles au guide Michelin, mais c'était un restaurant 2 étoiles qui s'appelait l'Amphitryon à Toulouse. Donc voilà. D'accord, merci. Et Laurent? Laurent, on avait marre de l'école, donc avait des bonnes notes. Ouais, il suivait, mais il voulait faire quelque chose de ses mains en fait. Et je pense que à l'âge, moi j'étais en pré-apprentissage, donc j'avais 15 ans. À l'époque, c'était un peu quelque chose de si on sortait de l'école à l'âge de 15 ans, c'est que forcément on était peut-être moins bon que les autres, différent, on va dire différent. C'était pas vu comme ça l'est vu aujourd'hui, les écoles, les CFA, tout ce qui est les écoles hôtelières et tout ça. Mais moi, j'avais vraiment envie de faire autre chose que d'être assis, il en faut des gens comme ça, mais d'être assis 8 heures sur une chaise à écouter un prof. J'ai dû continuer puisque même en école CFA, il fallait apprendre forcément, faire des maths, du français et tout ça, de l'histoire. Et mais je me suis vraiment trouvé là-dedans et la pratique étant arrivée là, je me suis épanoui puisque j'avais que vraiment des bonnes notes. C'est là où mes parents ont dit, je crois qu'il a choisi sa bonne voie en fait. J'avais des très bonnes notes avec mention et c'était jamais arrivé. Et du coup, je suis parti à l'âge de 15 ans à l'école, à l'EPMT de Paris, des métiers de la table. J'ai fait en 2 ans un CAP cuisine. Et puis après, je suis parti à Médéric, à l'école hôtelière, pour faire un CAP pâtisserie, pour un peu me former sur la pâtisserie, parce que je pense que ça fait du bien d'apprendre autre chose que la cuisine et d'avoir d'autres bases. Et plus de rigueur, ça fera plaisir à Émilie. Parce que prendre la pâtisserie, ils ont plus de rigueur, ils sont plus carrés. Mais nous, les cuisiniers, on a aussi des trucs carrés. Et non, mais ça m'a vraiment appris plein de choses et je me suis vraiment épanoui dans ce beau métier. C'est vraiment un beau métier qui permet de nous exprimer, pas forcément verbalement, mais dans l'assiette avec les goûts, les saisons, les envies qu'on a aussi, la décoration, tout ça. Et je pense que moi, j'ai réellement trouvé mon plaisir là-dedans. Et non, mais c'est magnifique, c'est top. Et je confirme, vous êtes de véritables artistes parce qu'effectivement, j'espère qu'on aura peut-être quelques petits tips tout à l'heure, mais c'est tout un art. Et quand on voit, comme je l'exprimais en introduction, partir de matières brutes que vont être les ingrédients qui vont arriver dans vos cuisines. Et ce que vous en faites à l'arrivée, c'est juste magique. Enfin, moi, ça me semble toujours complètement dingue. Et surtout, pas que pour une personne, c'est que vous cuisinez pour beaucoup de monde. Et justement, alors donc nous l'aurons compris, il y avait une tendance plutôt sucrée du côté d'Émilie en inspiration au départ, plutôt salée chez Laurent. Mais aujourd'hui, où en êtes-vous au niveau des goûts à titre personnel? Plutôt salé, plutôt sucré? Alors moi, c'est vrai que le fait d'avoir travaillé quelques années en pâtisserie, au bout d'un moment, j'ai ressenti comme un écœurement un peu du sucre, à force de le sentir, de le respirer toute la journée, de ne travailler que ça. Et même quand moi je sortais dans les restaurants, je prenais très peu de dessert parce que vraiment j'avais ce côté un peu saturé du sucre. Et une envie en plus après de toute façon plus d'aller vers le salé. Et je pense qu'aujourd'hui pour moi ça c'est un peu équilibré. Entre le sucré et le salé, je retrouve la gourmandise du sucré qui m'écœurait presque en fait il y a quelques années quoi en fait. Moi
comme il y avait Émilie, forcément le sucré, j'ai laissé faire quelqu'un d'expérience, donc j'ai toujours regardé ça avec admiration, ayant quelques bases. Voilà. Après, c'est vrai qu'effectivement, comme Émilie tracé sur autre chose, je pense que je vais me remettre un peu vers le sucré et lâcher un peu le salé. Parce que c'est vrai qu'effectivement, depuis 30 ans, je suis plus dans le salé que le sucré. Mais le sucré, c'est quelque chose qui est vraiment fin. Et ça s'accorde avec le salé, en fait. Bien, je propose une petite pause musicale. Avant de poursuivre, parce que là, nous n'en sommes qu'à l'introduction, vous vous doutez bien. Et donc, c'est un morceau choisi par défaut, sans qu'elle le sache, par Émilie, qui est Burna Boy, Last. Last, now everybody go to breakfast. You go bow for the result, oh. Nothing to discuss, oh. Cause I did win by default and without any doubt, oh. I'm a me happy adult, oh. I no go feed the girl insult, oh. I'm a mind that's you the talk, oh. I put my life into my job and I know I'm in trouble. She manipulate my love, oh. I know holy and I know that get both. Like the Baba Prayo, my ayo. Don't cry, yo. I need to go and shayo. 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 Shayo. I need to go and 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 shayo. Alors dites-nous tout, Émilie, ce morceau, vous dansez dessus en cuisine? Alors danser, ça peut être un peu compliqué, mais l'écouter, en boucle. Quand Laurent du coup m'a demandé de sélectionner 3 musiques, il me fallait un peu un fil conducteur quand même pour sélectionner mes musiques, donc du coup je les ai choisis un peu un hommage à mon équipe du Georgette. Donc du coup j'en avais sélectionné 3, dont une musique que j'écoute avec Laurent, une avec Anaïs et une autre avec Oumar qui travaille avec nous au Georgette. Alors et celle-ci, c'est celle que vous écoutez avec? Et celle-là, c'est celle que j'écoute avec Anaïs, qu'on a même été voir à l'U-Arena en concert toutes les deux. Voilà. D'accord. C'est incroyable. Et qui est Anaïs? Alors Anaïs, c'est une petite jeune femme qui est arrivée chez nous il y a 1 an et demi à peu près, qui est mauricienne, qui est arrivée toute timide et qui s'est incroyablement ouvert sur les mois qui se sont passés. Elle est arrivée comme commis et puis aujourd'hui elle est demi-chef de parti parce qu'elle est prudente, parce qu'elle pourrait être beaucoup plus que ça. Et c'est un peu notre petite perle à tous, quoi. Voilà. C'est notre perle du Japon. Ouais, un peu. Et alors justement, vous parlez de cette hiérarchie en cuisine que qu'on est loin de connaître, hein, justement. Comment sur une brigade comme la vôtre cela se passe? Qui fait quoi? Et qu'est-ce qu'un commis? Qu'est-ce qu'un chef de parti? Le chef, c'est celui qui crie. C'est pas ça? Non, ça c'est toi. C'est le plus connu en fait. Ouais, c'est le plus connu, c'est celui qui gueule tout le temps. Mais c'est bon du coup, non? Mais en fait, ça change pas, t'as vu? Du coup, dans la cuisine, donc voilà, du coup, il y a le chef, bien sûr, qui chapeaute toute l'équipe. Et l'équipe de cuisine et les plongeurs aussi également, puisque les plongeurs font partie intégrante de l'équipe et qui sont des personnes extrêmement importantes dans le petit travail qu'on s'imagine pas forcément, mais ils ont une place très très importante pour nous. Donc voilà. Ensuite, donc du coup il y a le sous-chef ou le second, donc moi-même en l'occurrence au Georgette. La seconde, voilà. Avec la petite particularité du coup Georgette que j'ai de superviser la pâtisserie, voilà, puisque c'était ma spécialité de départ. Et ensuite on a plusieurs chefs de partie du coup, donc les chefs de partie sont en dessous de moi. Et qui font quoi exactement précisément? Les chefs de partie sont là pour exécuter, on va dire au final
les tâches que nous on leur donne, et puis aussi finalement pour superviser à leur tour les autres personnes qui sont en dessous d'eux. C'est pas un mot que j'aime trop, mais oui, il y a une vraie hiérarchie en fonction des tâches, et cette hiérarchie et les statuts correspondent aussi à l'expérience en fait, tout simplement de chacun. Et les statuts peuvent évoluer. Moi, je suis arrivée au Georgette en chef de partie et je suis passée second 5 mois après, donc je ne pouvais pas du tout arriver en tant que second au départ. D'accord, oui, surtout qu'en plus, on comprend bien que l'organisation est extrêmement importante en cuisine et où chacun a son poste. Finalement, au-delà des noms et des titres que vous avez, mais vraiment où chaque personne est très importante. Et là, par exemple, sur cette brigade, vous avez dans laquelle vous travaillez tous les deux depuis presque 2 ans, vous êtes combien ? En tout, on est 10, à 10 avec les 2 plongeurs. Ouais. Et on est 10. On est 10 au total, c'est ça, parce qu'on a 2 apprentis aussi qui sont avec nous depuis 1 an maintenant. Donc voilà, qui ont rejoint l'équipe en septembre l'année dernière et qui sont là pour 1 an encore. Donc au total on est 10, c'est ça. Voilà, il y a le chef, moi du coup la seconde, ensuite on a 2 chefs de partie, un 3e qui va arriver. On a un premier chef de partie. Voilà. Voilà, ensuite on a Ibrahim qui est notre commis, Anaïs la demi, du coup chef de partie, et nos 2 apprentis, Madiri et Elisabeth. Bien, c'est une belle équipe. Et alors justement, pour connaître le restaurant où vous œuvrez quasiment tous les jours, avec cette équipe au complet, je sais que le restaurant est ouvert 7 jours sur 7. Comment vous vous organisez parce que déjà même en termes d'horaire, je sais que l'amplitude elle est quand même longue sur une journée en cuisine. Est-ce que tout ça vous pouvez aussi nous en dire un peu plus ? En fait, on a un planning qu'Émilie fait puisque c'est elle qui s'occupe du planning. Ça apparemment, je suis pas assez bon, assez bienveillant. J'ai pas dit ça, c'est juste que tu te trompais. Je me trompais souvent. Et que tout le monde vient me voir le lendemain. Parce que je rajoute des CP à tout le monde. Donc non, mais en fait, on a un planning et sur les 10 personnes qu'on est, il y a des obligations qu'on a vis-à-vis des apprentis, puisqu'on peut pas leur faire plus de 35 heures par semaine, tout en sachant qu'il faut leur donner le samedi, dimanche avant avant qu'ils aillent en CFA. Donc on prend en partie ça. Il faut qu'il y ait du monde le week-end parce que on a tous nos jours de congé. C'est-à-dire que Émilie part le dimanche, lundi. Il faut toujours qu'il y ait des responsables au sein de l'équipe. Donc s'il n'y a pas le chef, s'il n'y a pas la seconde, il y a forcément un premier chef de partie qui est là pour superviser, que ce soit les apprentis, les autres chefs de partie et les commis. Donc c'est un casse-tête. C'est un casse-tête en vrai. Oui, parce que ça laisse très peu de place justement, au manquement, ou des fois qui sont hors de vos congés, j'imagine que vous posez. Et la question aussi qui me vient au travers de ça dans l'organisation, c'est au-delà de l'organisation, c'est au niveau de l'organisation de vie, parce que vous commencez sur une journée dite classique pour vous. Ouais. À quelle heure vous commencez le matin et à quelle heure vous terminez quand vous êtes là toute la journée? Quand on fait des coupures, c'est 9h15, 18h23, normalement. Heure effective sur Skello. Après, oui, ça arrive que après on va pas prendre mon sujet à moi, mais moi je suis du matin, donc du coup je vais un peu plus tôt pour être plus organisé, pour que j'ai un temps de travail même qui s'affine. Ça soit plus facile pour moi, et je préfère être le matin tout seul dans la cuisine. Pour moi, j'aime bien aussi être tout seul. Donc du coup, je vais un peu plus tôt, mais ouais, c'est des horaires et contre ça, c'est une journée en coupure, et ça nous arrive des fois de rester un peu plus tard l'après-midi ou de revenir un peu plus tôt le soir, mais on fait tout pour que ça se passe pas comme ça, parce qu'on a tous des vies à côté, des vies privées. Même si on aime nos métiers, je pense que ça prend déjà ça prend 80% de notre temps, donc après on a une organisation, elle tourne comme ça, et on fait tout pour que tout le monde ait une vie privée à côté. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que des fois ça va pas toujours être évident pour le conjoint, la famille, les amis, ou comme tu disais tout à l'heure, Émilie, en introduction, le fait que effectivement de choisir ce métier-là, d'emblée on sait qu'on pourra pas aller faire la fête avec les potes quand c'est le moment. Ouais.
on peut pas assister à tout parce que vous finissez beaucoup trop tard. Et ces frustrations-là, justement, des fois, enfin, vous les gérez comment, chacun? Moi, de mon côté, en tout cas, c'était parfois un peu difficile quand j'étais un peu plus jeune, forcément, quand mes copines me disaient, mais t'es sûre, tu peux pas te libérer samedi soir? Ah non, je suis sûre. Je suis sûre que je peux pas me libérer samedi soir. Donc voilà. Après, en grandissant et en vieillissant peut-être aussi, il y a des moments où je suis très contente. Par exemple, Georgette, quand c'est fermé pour Noël, parce qu'au final, aujourd'hui, je trouve que c'est une fête, c'est vraiment une fête familiale et je trouve ça très important en fait de le passer avec mes parents, avec ma sœur, avec aussi la famille de mon conjoint. Donc on se voit pas beaucoup. Donc par choix aussi, voilà, on n'habite pas forcément dans la même ville et tout ça. Donc du coup, c'est des moments qu'on apprécie encore plus en fait de passer ensemble, quoi. Donc voilà. Et puis après, moi je pense qu'avec le temps, au final, moi surtout mes meilleures amies, ça fait des années que je les ai depuis le collège, on est amies. Donc et au final, moi je me dis maintenant les années passent et au final, nos relations ont évolué, ont grandi parce qu'elles ont accepté aussi que je sois pas là chaque année à leur anniversaire, que je sois pas toujours là dans les moments importants pour elles. Mais c'est le choix de vie que j'ai fait, qu'elles ont accepté aussi. Donc voilà. Et après, moi pour le coup, j'ai un conjoint qui fait le même métier que moi, donc en tout cas en salle. Donc pour le coup, ça aide aussi beaucoup à se comprendre et voilà, si au final il doit terminer à 1h et qu'il arrive 2 heures après, je sais que ça arrive et je comprends que ça puisse arriver. Donc voilà. Et pour vous, Laurent, pour toi, pardon, parce que des fois je vous vois, je tutoie, excusez-moi. Non. Non, mais moi, je suis aussi quelqu'un qui comprend mon mode de vie puisque ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, moi, le Georgette, j'ai fait beaucoup de coupures. Donc aujourd'hui, pour moi, le Georgette, quand on a des journées continues, c'est vraiment quelque chose de nouveau, façon de parler, parce que j'ai toujours fait des coupures. Donc là, effectivement, on se voit vraiment pas beaucoup, parce que tu rentres le soir, il est minuit, le lendemain matin, tu t'en vas, il est 7h30, donc effectivement, tu te fais un bisou le soir et le matin, et ça s'arrête là. Et moi, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir mes week-ends, donc de par mon statut, la chance. Mais du coup, non, c'est après, je pense que les gens qui nous entourent, que ce soit la famille, que ce soit les amis, les conjoints ou conjointes, c'est des gens qui nous ont choisis pour ce qu'on est et ce qu'on amène. Donc, je pense qu'on va à travers d'autres choses. Je veux dire, on accepte. Si on n'accepte pas, on peut pas être avec des gens, je vais dire comme nous, qui sont de la profession de la restauration et on accepte. Et nous aussi, on accepte des choses. Donc voilà, et on essaie de pas passer notre vie aussi au travail. Oui, donc c'est vraiment comme ce que vous faites au quotidien. Tout est une question d'équilibre et de dosage de chacun. Ouais. Magnifique. Nous allons faire une deuxième pause musicale et cette fois-ci avec un morceau choisi par Laurent qui est Manu Chao Mentira. Pourquoi ce morceau, Laurent? Parce que ça me rappelle des souvenirs, des voyages. Exactement, c'était où? C'était en Amérique du Sud. Et je pense que c'était le lieu où j'avais envie de m'évader, de passer des moments de calme avec toute cette tempête qui est à Paris, que ce soit professionnel, tout ça, donc même à travers tout ce qui se passe. Mais non, c'est ces moments de calme qui font du bien pour se remettre en question, réfléchir. Et c'est ce morceau, je pense que ça me représente un peu. Voilà. D'accord. Et tu le partages aussi en cuisine Ouais, Manu Chao, je le mets pas souvent parce qu'on me dit arrête, c'est un peu calme, machin. Donc non, mais je le mets à des moments où il n'y a pas forcément beaucoup de monde et je le mets en venant au boulot le matin, par exemple dans mon casque. Et non, ça me rappelle des moments de plénitude. Bien, alors c'est parti, Manu Chao Mentira. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. La mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira
mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va, mentira, mentira, la mentira. Mentira no se borra, mentira no se olvida, mentira, la mentira. Mentira cuando llega, mentira nunca se va. Mentira la mentira, mentira la verdad. Todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad. Todo es mentira, yo me digo, todo es mentira, ¿por qué será? Todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad. Todo es mentira, yo me digo, todo es mentira, ¿por qué será? Todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad. Todo es mentira, yo me digo, todo es mentira, ¿por qué será? La mentira, mentira, la mentira. No sé si el corazón peca llorona llenará de un tierno amor. Te quiero más que a mi vida llorona, que más quieres, quieres más. Te quiero más que a mi vida llorona, que más quieres, quieres más. Ah là là, Manu Chao, effectivement une invitation au voyage et cela m'inspire cette question pour vous. En dehors justement des moments où vous ne cuisinez pas, qu'aimez-vous faire? Donc on l'a compris pour Laurent, il a commencé à l'amorcer en nous parlant des voyages. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là aussi? Bon, alors moi, ouais, les voyages, c'est quelque chose qui m'a toujours... j'ai toujours voulu partir parce que je pense que le monde est vaste. Donc, que ce soit culinairement, dans chaque cuisine du monde, déjà, on découvre des saveurs, on découvre plein de choses, des gens, surtout des gens, en fait. Parce que la cuisine, c'est aussi des gens qui vous apportent un amour, en fait, en vous donnant des plats qui sont pas forcément des beaux plats de gastro, mais avec des saveurs qui vous rappellent quelque chose, qui vous rappellent l'enfance, qui vous rappellent un pays, un lieu, un moment, des gens. Et moi, c'est à travers ça que on a de l'inspiration, parce qu'on se rappelle ces moments-là, ces goûts, ces saveurs. Et moi, j'adore voir les autres pays, parce que la France, c'est un très beau pays. Il y a plein de belles choses en France. Mais dans le monde, il y a plein de belles choses aussi. Oui, on vous sent vraiment. Enfin, je dis vous parce que j'imagine que pour Émilie, il y a aussi ce commun. De toute façon, je pense que cuisiner, c'est s'ouvrir aux autres totalement. Et puis il y a aussi vraiment la notion du plaisir. Et juste, Laurent, quelques contrées que tu as fait. À quelques contrées, moi j'ai fait une partie de l'Amérique latine, donc le Pérou, l'Argentine, la Bolivie, un peu le Chili, un peu l'Amazonie. De côté ouest. Et après, de l'autre côté, j'ai fait les Philippines, l'Indonésie. Bon, voilà, j'ai voyagé, Bali aussi. Et ça fait du bien, en fait, de voir que dans d'autres pays, on n'a pas forcément ce qu'on a ici, mais qu'on arrive à faire de grandes choses. Et ma dernière question là-dessus, est-ce que des fois tu as participé culinairement? Ouais. Voilà, j'ai une histoire, c'est que on était avec ma compagne, on était dans le salar de Uyuni, donc en Bolivie, et on était en trek, et du coup on avait une voiture pour faire le trek, et on avait une cuisinière avec nous qui s'appelait Maria. Je l'ai embrassée parce que j'ai adoré cette femme. Elle est une toute petite femme, une bolivienne, et avec rien, elle faisait tout. C'est-à-dire qu'elle avait un réchaud, elle achetait ses aliments sur le marché, et le salar, c'est le plus grand salar du monde,
Et il y a rien, on est à 4500 mètres d'altitude. Tout est différent. Le goût, les odeurs, la vue, c'est quelque chose de magnifique. Et je m'en rappellerai parce qu'on mettait tout sur le toit de la voiture, un peu comme des vagabonds là, qui partaient à l'aventure. Et tous les jours, nous faisaient quelque chose de différent. Et tous les jours, ça avait une saveur différente et avec pas grand-chose en fait. Et c'était magnifique, quoi. Et Émilie, en dehors de la cuisine? En dehors de la cuisine, les voyages aussi, pour moi également. J'ai fait pas mal de pays en Europe. Et puis après, au-delà de l'Europe, je suis partie au Cap-Vert, La Réunion aussi l'année dernière. Voilà, où c'est vrai que au final, on découvre aussi, comme disait Laurent, des saveurs différentes, des épices qu'on connaît, mais qu'on n'utilise pas de la même manière que voilà, là-bas, c'est vraiment quand on va sur les marchés, on sent la vanille de partout, on sent le curcuma partout aussi, c'est très différent. Et je crois savoir, Émilie, qu'avec Vincent, ton fiancé, vous, même dans les temps de repos, quand vous n'avez pas suffisamment de jours pour partir loin, vous faites souvent des restaurants quand même. Vous partez à la découverte d'autres choses, même au sein de Paris. Oui, on aime bien aussi parce que moi, je sais qu'il arrive un moment où, quand on nous demande, par exemple, Georgette, de changer la carte, de faire de nouvelles choses et tout ça, il arrive un moment où forcément notre inspiration, elle s'arrête aussi. Et pour avoir de nouvelles idées, les voyages, évidemment, c'est extraordinaire, mais bon, on peut pas faire ça non plus tous les mois. Donc, mais on a besoin aussi d'aller ailleurs, de voir ce que font les autres aussi. Et puis parfois, ça peut être effectivement même un week-end au bord de la mer où on se dit tiens, eux ils travaillent le poisson comme ça, pourquoi pas l'essayer aussi, ou voilà, partir de quelque chose qu'on a goûté pour s'en inspirer et créer autre chose après, quoi. Alors, qu'est-ce qui vous inspire dans la vie? C'est un peu plus personnel. Qu'est-ce qui vous inspire au quotidien Oui, Laurent. Moi, je vais dire, je vais rester terre à terre, mais l'équipe du Georgette. L'équipe du Georgette, cette équipe, cette ambiance, parce que c'est quand même 80% de notre quotidien. Donc, si on s'entend tous pas bien, ou qu'il y a une mauvaise ambiance, machin, je pense que le Georgette, c'est quand même notre poumon, plus ou moins. Après, des fois, on n'est pas tous d'accord, hein. On a tous nos caractères. Émilie. Ah bon? Même moi. Hein. Je suis très facile. Hein. Ouais. Mais du coup, non. Je pense que c'est 80% de notre temps, de notre vie. Donc il y a une super bonne ambiance, on s'entend tous bien ensemble, et c'est ce qui fait que on a envie d'aller bosser le matin et de faire de nouvelles choses, de se voir, puisque forcément on est tous ensemble, mais c'est quelque chose qui est vraiment présent, omniprésent en fait. Donc faut que ça se passe très bien. Émilie? Je suis assez d'accord, bien sûr, avec Laurent aussi, où forcément, le fait d'avoir une équipe et une belle équipe, forcément, il nous pousse à faire mieux. Bien sûr, on évolue pour soi, mais on évolue aussi pour eux et avec eux. Donc bien sûr, ça c'est sûr que c'est important. Après, dans la vie, ce qui m'inspire ou me met en joie, je dirais forcément aussi, et mon conjoint et mes amis et mes parents aussi, bien sûr. Donc voilà, les gens qui au final me soutiennent depuis des années dans les moments qui ont été aussi compliqués dans ce métier-là et qui aujourd'hui sont toujours là et qui, je pense, seront encore là de nombreuses années, quoi. Alors d'enchaîner sur de nouvelles aventures qui vont peut-être vous attendre un peu plus loin pour en tout cas je sais pour Émilie, Laurent nous en parlera peut-être aussi, mais en tout cas dans vos désirs et envies d'aller toujours plus loin, c'est le plus juste. Sur ce que vous faites déjà. Donc vous mitonnez toute la journée et soufflé par Sam dans mon casque, j'aime bien le dire, il a envie de d'avoir des petits tips, mais moi aussi, des petites choses que vous aimeriez nous partager au niveau culinaire. Allez, votre petit truc tout simple à faire, une mini recette, mais vous allez avoir le temps de la réflexion, le temps d'une deuxième musique choisie par Émilie, qui est MHD Bravo. Ma story, il est pas fini. Je suis qu'à 30%, mais l'équipage en redemande. Où j'irai et marcher dans les bacs. Windows 13, double disque de platine n'est pas la rage.
Ne me parlez pas de reposer. La nuit envoie la prod, appelle Reda, j'ai des questions à déposer. Je te connais pas, tu me connais. Oh là, mon son dépasse toutes les frontières, même dans les favelas, dans sa moula. Je te à Marrakech, à la 100 dirhams. Pas de casier judiciaire, pas de compte à rendre à retard. Et puis je reçois des félicitations. Le secret de mon succès, y'a pas mille chemins, c'est ma détermination. Deuxième projet arrive, je suis pas fatigué. Je suis trop proche de mon public, je peux pas les lâcher. Non, un selfie, deux selfies, trois selfies, les gens vont m'applaudir. Bravo. Maman m'a dit mon fils bravo. Bravo. Les grands du quartier m'ont dit bravo. Bravo. Hashtag c'est la moula gang. Toujours en activité, ouais les billets, je connais pas la trêve. Je suis le quai numéro 10. C'est moi qui donne les ballons. C'est moi qui tire les pénaux. Chez moi pas numéro 10. Rien à prouver, premier album j'ai déjà donné. Accueilli comme un président quand j'atterris en Guinée. Le petit pote qui continue son bout de chemin. Je suis pas au fond de ma loge, je suis en bas de chez moi. Je suis seul, j'ai pas trouvé la bonne. Mais je reste patient, on m'a dit qu'à vous c'est Dieu qui donne. Le soir une petite sortie sur Paname. Et le lendemain c'est reparti, on va refaire le tour du club. Allo, capoté où on se met à Barranquilla. Allez sur route, ça décolle l'équipe qui suit à Mera. Un selfie, deux selfies, trois selfies, les gens vont m'applaudir. Bravo. Maman m'a dit mon fils bravo. Bravo. Les grands du quartier m'ont dit bravo. Bravo. Les grands du quartier m'ont dit bravo. Le prince est devenu roi. On m'a dit le petit prince est devenu roi. Oh, ouais. Petit prince est devenu roi. On m'a dit le petit prince est devenu roi. Oh, ouais. Petit prince est devenu roi. On m'a dit le petit prince est devenu roi. Ouais. Petit prince est devenu roi. On m'a dit le petit prince est devenu roi. Oh, ouais. Alors la petite recette de chacun, qui y va, qui commence? Émilie? Moi je cherche un petit tips sucré là, mais je pense pas. Mais sinon un petit tips salé. C'est une petite chose que j'avais fait une fois. Par exemple pour manger, là je pense avec des asperges par exemple. Au lieu de faire une mayonnaise classique, souvent on utilise huile de tournesol ou de pépins de raisin. On partage la quantité d'huile avec une huile différente, par exemple de l'huile de noisette, et ça fait une mayonnaise aromatisée, par exemple à la noisette. Donc c'est-à-dire, donc je prends huile de tournesol et huile de noisette. Voilà, exactement. Au lieu de la faire que à l'huile de noisette parce que ça peut être un peu fort, on fait moitié-moitié quoi. Et donc de la même manière, huile de sésame, huile de tout ce qu'on veut. Et donc, ça se marie bien avec les asperges. Ça se marie par exemple très très bien. Mais l'huile de noisette se marie avec beaucoup de choses en cuisine, même dans notre quotidien, avec les betteraves aussi, c'est très très bon par exemple. Donc voilà. Merci Émilie. Laurent. Moi je vais rester sur un plat de CAP. Un plat de CAP. Non mais même quelque chose de base, une quiche lorraine. C'est très bon. Et pour la pâte, faire une pâte à l'huile d'olive, une pâte brisée à l'huile d'olive qu'on a fait il y a pas longtemps au resto. Et je trouve qu'elle est super bonne. Et puis on peut rajouter plein de choses dans cette pâte en fait, au goût de chaque personne. Mais on met, en fait, c'est de la farine, de l'eau et de l'huile d'olive et un œuf. Et du coup, là, c'est la pâte brisée sans beurre. Parce que d'habitude, on a l'habitude de mettre du beurre dans la pâte brisée. Et là, ça lui donne un côté méditerranéen. Après, on peut rajouter au bon goût ce que vous voulez dedans. Nous, on voulait rajouter... c'est quoi qu'on voulait rajouter? Je crois les herbes de Provence. Ouais. Donc, qui donne encore plus de goût à la pâte et à l'huile d'olive, en fait. Mais c'est un truc qui est faisable par tout le monde. C'est super simple, c'est super rapide. Ça fait une pâte qui est prête même à travailler tout de suite. On peut travailler tout de suite, on n'est pas obligé de la laisser reposer 3-4 heures. Et on la met pour la quiche lorraine et on peut faire des tartes salées. C'est ce qu'on avait fait d'ailleurs. Une tarte à la tomate. Pour l'entrée du jour. Ouais, d'accord, ça sublime nos tartes. C'est super bon. Tout cela me met en appétit. Qu'est-ce qui vous pousse toujours plus loin et pourquoi? Et donc dans le sens aussi, justement, peut-être déjà d'avoir la vision d'après. Quels vont être vos petits pas d'après? Donc, la première petite question, c'est qu'est-ce qui vous pousse toujours plus loin? Moi, je dirais que ce qui me pousse toujours plus loin, c'est que, je pense que déjà, c'est
c'est le projet aussi que j'ai pour la suite, d'essayer d'ouvrir mon restaurant avec mon conjoint. Donc forcément, c'est à partir du moment où on a acté ce projet-là, j'ai vu tout ce que j'avais besoin de faire en fait pour y arriver. Donc forcément, ça a créé comme une ligne directive en fait. Et voilà, essayer de se dire bon, maintenant j'ai plus de temps à perdre, je sais où je dois aller, je sais ce que je dois faire, je sais ce que je dois apprendre. Donc forcément, ça évite en tout cas de perdre du temps et d'aller à l'essentiel pour se rapprocher au maximum de l'objectif en fait. Et là, je crois savoir que tu t'en approches grandement, enfin encore, ouais. Voilà. On essaie en tout cas de s'en rapprocher. Après, le premier petit pas suivant, ça va être un peu de repos aussi pour essayer de mettre et le corps et le cerveau au repos parce qu'il va y en avoir besoin justement pour ce projet-là. Donc tu vas quitter le Georgette? Tout à fait, voilà, dans 2 semaines à peu près, un peu moins. Je quitte le Georgette. Voilà, pour retourner un peu dans le sud et prendre un petit peu de repos et de temps de réflexion aussi, du coup, pour essayer d'amener ce projet à bien. Donc voilà. Et est-ce qu'on peut, en toute confidence, savoir quelle direction, en tout cas géographique, va prendre peut-être naissance ce projet? Du coup, on aimerait beaucoup aller s'installer sur la côte basque. Voilà, les villes comme Bayonne nous plaisent beaucoup parce que c'est pas un restaurant saisonnier qu'on veut ouvrir. C'est vraiment quelque chose à l'année. Donc voilà, une ville par exemple comme Bayonne nous plaît beaucoup. Après, il y a d'autres villes là-bas aussi qui sont très intéressantes, très attractives. Donc voilà, c'est pas forcément un restaurant en bord de mer qui serait ouvert que la moitié de l'année ou non, pas du tout. Donc voilà, en tout cas la direction de la côte basque. D'accord. Et pour toi, Laurent? Pour moi, qu'est-ce qui te pousse toujours plus loin? Ce qui me pousse d'aller plus loin, c'est comme disait Émilie, c'est les gens qui m'entourent aussi, ma compagne, mes parents qui me poussent toujours, parce que c'est vrai qu'à des fois on a le moral un peu bas, quoi. Et parce que c'est fatigant et parce que bon, on a des contraintes, mais ce qui me pousse, c'est que je côtoie au fil du temps des personnes qui sont toutes différentes, qui ont tous un savoir différent, qui peuvent et qui m'amènent en fait des nouvelles choses à expérimenter, à apprendre, tout simplement. Quand Émilie est arrivée au sein du Georgette, moi la pâtisserie, moi j'en ai fait, oui, j'ai des diplômes, voilà, mais quelqu'un qui est carré, comme on dit chez nous, mais qui vous apprend quelque chose de nouveau, c'est intéressant. Et que ça soit la pâtisserie ou la cuisine, les deux ça lie, donc ça te fait voir d'autres perspectives, des choses que toi tu peux amener sur ta carte avec tout le monde en disant ouais, mais on a fait ça, on pourrait faire ça autrement, et c'est des nouvelles connaissances, c'est te dire il sait mieux faire ça que moi, mais j'ai un statut qui est quand même assez élevé, donc je dois encore monter en fait. Et du coup, c'est ça qui pousse en fait les gens, c'est de rencontrer tous ces gens-là qui sont tous différents et qui amènent tous quelque chose, qui t'amènent quelque chose. Et en toute confidence aussi, Laurent, le petit pas d'après. Le petit pas d'après, ça va être d'aller en Écosse, non? Ouais, voilà, c'est ça. Partir au mois de septembre en vacances en Écosse avec Sandra. Et non, mais le après, on sait pas. Je sais pas. Je pense que voilà, j'ai tenu mon affaire pendant une dizaine d'années et je pense que on me pousse, sincèrement, on me pousse derrière pour que effectivement je reparte sur quelque chose, sur une création. Et je suis vraiment en train d'y réfléchir parce que ouais. Il faut repartir sur en fait un nouveau challenge, quoi, tout simplement. Voilà, aujourd'hui chef du Georgette, là ça fait 2 ans et demi, peut-être 3, je sais pas, on va revoir. Mais voilà, ça les nouveaux horizons, ça c'est en train de fleurir. D'accord. En tout cas, le plus proche sera Kilt et whisky, alors. Ouais, c'est ça. Et pub, ouais. Et pub, ouais. Exact. Et de l'eau. Une deuxième pause musicale pour Laurent, cette fois-ci avec Lauryn Hill, X Factor. Alors Lauryn Hill, on en a parlé un petit peu en dehors. Dis-nous tout, Laurent. Lauryn Hill, pour toi,
Lauryn Hill, c'est la plus grande chanteuse. Déjà c'est son meilleur album. Et non, c'est vraiment une femme. Là sur cette musique-là, ça représente un peu le moment où il y a du calme en cuisine et toute cette fratrie en fait. Là, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de second, il n'y a pas de chef de partie, il n'y a pas de plongeur. C'est tous ces gens. Voilà, c'est la famille. Ouais. Super. It could all be so simple, but you rather make it hard. Loving you is like a battle, and we both end up with scars. Tell me who I have to be to get so reciprocity. See, no one loves you more than me, and no one ever will. Yeah. 'Cause no one's hurt me more than you, and no one ever will. No matter how I think we grow, you always seem to let me know it ain't working, it ain't working, it ain't working, it ain't working. And when I try to walk away, you hurt yourself to make me stay. This is crazy, this is crazy, oh, this is crazy, this is crazy. Care for me, I know you care for me, there for me, there for me. You said you'd be there for me, cry for me. You said you'd die for me, give to me, give to me. Why won't you live for me, care for me? You said you care for me, there for me. Said you'd be there for me, cry for me. You said you'd die for me, give to me, give to me. Why won't you live for me, cry for me? You said you'd die for me. Alors, vous qui êtes attaché au bien vivre, quels sont les secrets ou tout au moins les petits conseils que vous donneriez et délivreriez à un jeune qui veut se lancer dans la cuisine? Cuisine ou pâtisserie, ou les deux mêlés, hein, mais dans la restauration en tout cas. En tout cas, les conseils que je pourrais lui donner, c'est que c'est qu'il faut quand même un minimum avoir la passion. Ça peut paraître un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai. Au final, avec le temps et les années qui passent, on se dit oui, forcément, si je le fais, si à cette heure-là je suis encore en train de travailler, alors que peut-être les 3 quarts des gens sont en train de dormir, c'est que ouais, a priori, je suis passionnée. Donc voilà, mais après il y a pas que des choses difficiles non plus, sinon il faut pas non plus toujours voir le côté difficile du métier. Ça reste un métier assez fou, il est assez incroyable. On vit forcément autant des moments très beaux comme des moments parfois difficiles, des moments de stress aussi. Mais c'est un métier après qui est très beau, qui permet à travers des assiettes, à travers de la création, de s'exprimer, où on fait des rencontres aussi, parfois des rencontres incroyables. Et c'est un métier qui nous permet, si on a envie aussi, de voyager dans le monde entier en fait, parce que là, en France, les formations pour la cuisine sont très reconnues. Et si on a envie de voyager un peu partout, on aura une base extrêmement solide en fait. Donc voilà. Ouais, être passionné, en tout cas, ça en fait partie. C'est un vrai passeport, je pense, pour voyager dans le monde. Hein. La chose je pense qui sublime un peu ce métier, c'est aussi le fait que quand on a des clients, des clientes qui viennent nous voir en nous disant ce qu'on a mangé, c'est vraiment bon. Merci à vous de nous avoir fait ça. Et ça efface un peu le côté dur du métier, le temps passé, les heures. Effectivement, il n'y a pas que du dur dans la restauration ou dans la cuisine ou dans la pâtisserie, mais ça nous fait vraiment chaud au cœur. Les gens qui viennent nous voir en nous disant là, ce qu'on a goûté, c'est vraiment sympa, ces arômes, ces changements de garniture et tout ça, c'est vraiment top. Et c'est ça qui nous redonne. Et je trouve qu'en
on l'entend, mais on l'entend encore pas assez, de dire à tous ces gens-là qui sont derrière, je vais pas dire du côté obscur parce qu'on nous, un peu parce qu'on nous voit pas trop quand même non plus, mais qui viennent féliciter tous ces gens qui sont derrière, qui travaillent dur et qui essayent de faire plaisir en termes de saveur et culinairement, et quand on nous le dit, ça fait vraiment plaisir. Donc, faut que ça continue, quoi. Une question justement, quand là, Laurent, tu parles des saveurs, etc. Quand vous cuisinez, parce que des fois, j'entends ça. Il y a des chefs, ou même sans que ce soit des chefs, des cuisiniers qui vont dire, moi, c'est à l'odeur que je me repère sur un de mes plats. D'autres, ça va être au visuel. Vous êtes plus visuel, enfin, je sais que le tout est mêlé, mais en premier, est-ce que c'est parlant là ce que je dis ou pas? Ouais, bien sûr, ouais. Moi, je pense que ce serait plus le visuel. C'est vrai qu'il y a des fois, bien sûr, quand je veux mettre en place un nouveau dessert ou quoi, évidemment, je pense à des associations, mais j'ai très vite, à partir de la vaisselle qu'on a aussi aux Georgettes, j'ai très vite un dressage qui va venir et me dire, ok, ça, on peut le faire comme ça, en fait. Donc ouais, j'ai vite le visuel qui arrive. Et pour toi, Laurent? Je pense que de toute manière, ce qui nous touche en premier, c'est le visuel. Quand on a l'assiette devant les yeux, on va se passer à la place du client. C'est les yeux qui mangent, façon de parler. Et soit ça vous attire, soit ça vous freine. Et si ça vous attire, vous avez envie de goûter. Si ça te freine, t'y vas déjà avec une appréhension. C'est vrai que, comme dit Émilie, c'est le visuel. Après, effectivement, si ça suit pas derrière, ça va être compliqué. Mais le visuel, l'odeur aussi, je pense que tout ce qui est c'est quand même quelque chose d'assez puissant. Et oui, effectivement, c'est le visuel. Alors, nous allons faire une nouvelle petite pause musicale avec le dernier titre d'Émilie, Bob Sinclar, World Hold On. Open up your heart, what do you feel? Open up your heart, what do you feel? Is it real? Yeah. The Big Bang may be a million years away. Oh. But I can't think of a better time to say, well, hold on. Instead of messing with our future, open up inside. Well, hold on. One day you will have to answer to the children of the sky. Children of the sky. Look inside, you'll find a deeper love. The kind that only comes from high above. If you ever meet your inner child, don't cry, no. Tell them everything is gonna be alright. Well, hold on, come on. Everybody in the universe, well, come on, hold on. One day you will have to answer to the children of the sky. Well, come on, hold on, come on. Everybody in the universe, well, come on, hold on. One day you will have to answer to the children of the sky. Alors, Émilie, Bob Sinclar, avec qui le partagez-vous en cuisine? Alors, je ne sais, j'ai pris cette musique parce que un jour elle est passée dans ma playlist en cuisine et le chef m'a dit c'est quoi ça? Je dis c'est Bob Sinclar. Il m'a dit c'est cool ça. Et au final, quelques semaines après, il avait la musique dans sa playlist aussi. donc voilà, et je trouve que c'est une musique elle est assez solaire, elle est assez festive, donc voilà. Alors, quel est le plat que vous n'avez pas encore cuisiné ou le dessert et que vous aimeriez vraiment faire? Ouais, j'aimerais bien faire des terrines. Ça implique. Ça fait 1 an et demi, je crois, que je demande au chef qu'il m'apprenne à faire des terrines, mais bon.
Promis, là, je te jure, la semaine prochaine, non, c'est promis. C'est Ça un sera- grand spécialiste. Hein, ouais. C'est promis. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire parce que c'est comme pas mal d'autres recettes, ça peut être une base et puis après on la décline comme on en a envie, quoi. Mais bon, après, je pense qu'au Georgette, on a travaillé quand même pas mal de produits différents, autant Ouais. de la viande que le poisson, Ouais. que les légumes aussi. Ouais, on en travaille un paquet. Donc les fruits, il y en a très peu qu'on travaille pas, je crois, mais Laurent, Du homard? on en a fait du homard. Ouais, on en a fait une fois. Ouais, ça. Du homard ou des grands poissons comme le turbo, le Saint-Pierre, des grands poissons qui sont effectivement très chers. Donc c'est un peu compliqué de passer ça à la carte. Donc c'est des très beaux poissons à travailler. C'est des poissons de goût, de beauté. C'est des poissons prestigieux. Voilà. Et c'est dommage après je comprends que il y a des produits qu'on puisse pas toucher, hein. Donc mais il y a une contrainte financière aussi, ouais, tout à fait. Ouais. qui ferait que le produit fini à la carte Ouais. coûterait vraiment très cher. Ouais. en fait. Au vu du prix, déjà à l'arrivée, une fois que tout est enlevé, les arêtes, les têtes et tout ça, produit fini, ça coûte très cher. Alors des petites questions rapides avant de nous dire au revoir. Aujourd'hui, qu'avez-vous préparé aux Georgettes? Il y avait un plat du jour, il y avait... Ouais. Oui. Ouais, aujourd'hui, il y avait... Moi, j'ai fini l'entrée du jour aujourd'hui. C'était une soupe froide de melon et verveine avec un peu de crispy au jambon serrano sur le dessus. Donc voilà. Et moi en plat, qu'est-ce que j'avais? J'avais Le maquereau aujourd'hui. Ouais, le maquereau, filet de maquereau snacké avec une mousseline de carottes gingembre. Et puis il y avait Avec une sauce vierge. une sauce vierge. Voilà, Voilà. simple et efficace. Alors, si vous deviez tourner vos têtes en arrière, que diriez-vous à la petite Émilie que vous étiez aujourd'hui et Laurent, au petit Laurent que vous étiez? Qu'aimeriez-vous leur dire aujourd'hui? Ah, c'est une bonne question. Je pense que je m'attendais pas forcément à en être là et en être là comme ça, en tout cas. Donc même juste avant d'arriver aux Georgettes, j'avais une confiance un peu limitée, surtout en la cuisine. Je connaissais ma maîtrise en pâtisserie, mais en cuisine non. Donc voilà, non, c'est ouais, si quand même. J'aime pas trop le dire, mais si quand même, c'est vrai que je suis un peu fière quand même de ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui et voilà, de me dire bon bah au final j'ai essayé d'accélérer sur ma route et apparemment pour l'instant ça marche, donc donc ouais, si quand même je suis assez contente du parcours et me dire bon, je suis arrivée là où je voulais être pour l'instant en tout cas. D'accord. Et Laurent, petit Laurent? Petit Lolo, c'est toujours Lolo. Hein. Si je dirais, vas-y fonce, continue, fais ce que t'as envie, fais-toi plaisir, comme on dit, fais-toi plaisir, pardon. Ça va être dur, il va y avoir des moments très durs, mais sois fier de ce que tu deviendras. Et c'est cool. D'accord. Alors, il est bientôt l'heure de nous séparer et ça passe vraiment beaucoup trop vite. J'aimerais, avant que nous écoutions la dernière musique de Laurent, chacun, pour conclure l'émission, là, ça va être encore peut-être un peu plus difficile, mais en 3 mots chacun, 3 mots là, qui vous passent par la tête de ce que vous avez vécu aujourd'hui, mais même de toujours, les mots qui vous mettent en fête. Moi, je dirais partage, forcément, parce que voilà, c'est un mot... Partage, passion, c'est un mot évident pour nous, donc pour moi en tout cas. Mais je dirais partage, passion et humain, parce que c'est un mot essentiel dans notre métier et c'est une dimension en tout cas que moi j'ai encore plus compris aujourd'hui. En étant second, il y a des fois où on outrepasse un peu juste notre côté professionnel et on a l'humain et chaque personne en face de nous est différente. Donc, on s'adapte à chaque personne. Et l'humain est très important et il est très important dans ce métier en tout cas. D'accord. Laurent? 3 mots.
T'as pas le droit de me copier. Bah ouais, mais c'est toujours les mêmes mots qui vont revenir en fait. Ça veut dire bonheur, parce que ce métier qui apporte énormément de bonheur, pour moi, et je pense que pour beaucoup de personnes aussi, envie, parce que c'est un métier où il faut avoir envie. Si on n'a pas envie, c'est compliqué, très compliqué. C'est pas un métier qui laisse le choix en fait. On aime ce métier, on le vit. Et le troisième, c'est, je vais dire amour aussi, parce que c'est un métier qu'on choisit par amour, parce qu'il prend du temps, il prend de l'envie, et il amène quand même du bonheur. Merci à tous les deux, merci aux êtres d'exception que vous êtes, merci d'avoir, je sais que c'est pas un exercice toujours évident que de se livrer derrière un micro, mais vraiment, je n'ai qu'à vous souhaiter chacun sur vos routes respectives bon vent, et puis profiter de la vie au maximum et de continuer de nous donner autant de plaisir dans nos assiettes, parce que vraiment, sachez que moi, je suis vraiment fidèle. Donc où que vous soyez, je vous suivrai. Et pour nous quitter, nous allons écouter le dernier morceau, celui de Merhaba, Heatwave. Run, run, long summer, long summer, long summer is gonna be a heat wave. A long summer, all winter's like summer. Long summer, long summer, long summer, long summer is gonna be a heat wave. A long summer, and all winter, they killing niggas. You see it in your skin, boy. Yeah. And their clips got the shit spot. Yeah. They got that heat on their hip, yeah. And they can't wait to let it rip on. Yeah, okay. I ain't tryna die on this beautiful day. I couldn't stand the thought of not seeing your beautiful face. So I'ma run like I been running the streets right. I mean, run like I just missed the street light. I fall flat like I'm trying out with track. Cause they beat a nigga blue just for loving that he black. My advice is run like Obama, but they catch you like Osama. Better run like a nose, but they catch you like a Cody. Got a hater on his hip, yeah. He evil, so he might just let it rip, yeah. And I know I don't owe nobody shit, yeah. So why the fuck the coppers on my dick, yeah? It'll be a long, long summer. Tomorrow's never promised, and sometimes I really wonder. When they tell me keep the peace, do that mean click clack? I know we're looking forward, but I gotta watch my back. Encore un grand merci aux chefs Émilie Perrault et Laurent Lascaux pour ce temps en coulisses culinaires savoureux. Mais il est l'heure, mes chers auditeurs, d'éteindre nos fourneaux, de ranger casseroles et marmitons. Quelque chose de vous poursuit son évasion estivale et vous retrouve tout bientôt sous fond d'ambiance festivale. Prenez soin de vous. Quelque chose de vous. Podcast.